Et donc, on va accueillir Pierre Barret. Et là, on va travailler sur un concept très intéressant de transgénèse naturelle. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des journalistes dans la salle, mais là, ce serait un sujet très intéressant de montrer que la transgénèse est naturelle et qu'on a peut-être besoin de revoir la directive 2018 qui fait appel à la nature d'une façon un petit peu bizarre. Mais bon, donc Pierre Barret est à l'INRAE de Clermont-Ferrand, ingénieur de recherche et directeur adjoint de l'unité mixte de recherche génétique, diversité et écophysiologie des céréales. Et donc, il va nous expliquer, nous donner quelques exemples justement de cette transgénèse naturelle. On connaissait bien Agrobacterium, mais là, il y a d'autres exemples sur la patate douce et les champignons qui vont être très intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. Et puis, je remercie plus particulièrement Thierry qui m'a confié un sujet que je ne connais pas. Et donc, vous allez... Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, ça a été dit. Je viens de Clermont-Ferrand, une unité qui travaille sur le blé. Et je dirige un petit labo de transgénèse du blé. Mais j'en parlerai pas du tout. Donc le plan que je vous propose, je vais quand même aller vite, j'ai repris quelques définitions, donc je suis désolé pour ceux pour qui ce sera évident. Et ensuite, j'ai choisi de traiter deux exemples un peu plus particulièrement, puisque la demande, c'était de faire le lien entre transgénèse naturelle et domestication. Donc l'exemple de la patate douce, qui est un exemple assez classique, et l'exemple des champignons fromagers, parce qu'ils ont tous les deux des perspectives pour faire le lien avec la domestication. Donc, des lieux communs, la transgénèse, c'est le fait d'incorporer un ou plusieurs gènes ou séquences d'ADN dans le génome d'un organisme vivant. Vous connaissez tout ça. Quand on fait de la transgénèse, alors si on reprend exactement le terme, si le matériel génétique a été modifié d'une manière qu'il ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou combinaison naturelle, on est dans le cas d'un OGM. Donc, je vous ai mis le riz doré et le maïs BT. Ça, c'est la définition de la 2018, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est est-ce que la transgénèse peut être naturelle? Donc, vous connaissez tous l'exemple d'Agrobacterium. Hein, c'est lors d'une blessure. Alors, dans ce cas-là, c'est souvent une voiture qui tape sur un arbre. Lors d'une blessure, la bactérie infecte l'arbre et lui fait synthétiser dans une sorte de grosses tumeurs des produits qui l'intéressent. Donc ça, c'est Agrobacterium. Et donc cette transgénèse, dans ce cas-là, vous voyez bien que ce n'est pas de la transgénèse classique, c'est de la transgénèse dite somatique, c'est-à-dire que seule la partie somatique de l'arbre va être transformée. C'est la même chose que la thérapie génique, c'est la même chose que le dopage génétique, qui, paraît-il, se développe à tout va. On modifie des cellules du soma. Mais est-ce que cette transgénèse peut être germinale? Oui, alors j'ai découvert des trucs en préparant cet exposé. Donc 8% du génome humain est constitué d'ADN viral, principalement de rétrovirus, qui ont inséré dans notre lignée au cours de l'évolution. Donc ça, c'est une transgénèse qui vient intégrer le génome. Et j'ai appris, parce que je ne savais pas, que ces virus ont amené des gènes fondamentaux pour les mammifères, c'est-à-dire les gènes qui sont à l'origine du développement du placenta. Donc vous pourrez aller voir ça. Et donc là, on est dans une transgénèse germinale, puisque le caractère qui est inséré est transmis à la descendance avec un avantage. J'ai fait alors on en a beaucoup parlé depuis ce matin, donc ça va apparaître comme très, très, très léger. Qu'est-ce que la domestication? Donc on a vu ça depuis ce matin. L'acquisition, le développement de caractères morphologiques, physiologiques ou comportementaux, nouveaux et héréditaires, allant même, dans certains cas, jusqu'à une spéciation. Qu'est-ce que j'ai après? Donc j'aime bien cet exemple que je montre souvent quand je fais des présentations aux lycéens. C'est l'exemple de la pastèque. À gauche, vous avez la pastèque sauvage, donc qui est toute petite, qui est difficile à manger, etc. Et puis la pastèque cultivée à droite, qui a des taux de sucre impressionnants, une taille impressionnante, etc. Donc ça, c'est la domestication. On a vu ça sur plein d'espèces, je vais passer. Et qu'est-ce que j'ai après? Oui, la notion de HTG, donc transfert de gènes horizontal, c'est le passage
d'un gène ou d'une séquence d'ADN d'une espèce à une autre. Tout l'arbre des espèces est complètement n'existe plus, on peut faire passer. Et donc dans certains cas, on a vu pour Agrobacterium, et dans d'autres cas, on va avoir ce que les auteurs appellent HTG, c'est-à-dire du transfert de gènes horizontal et non plus par la sexualité. Et donc c'est quelque chose qui est très connu chez les bactéries. Je vous ai mis cet exemple-là parce qu'il m'a scotché, moi, l'exemple du vibrio cholérique, enfin du choléra, enfin l'agent pathogène du choléra, qui non seulement arrive lui-même à se rendre compétent, pour ceux qui ont travaillé un peu en biologie moléculaire, en bactériaux, c'est une bactérie compétente, c'est une bactérie qui est capable de laisser passer un certain nombre de choses à travers sa membrane pour les assimiler, notamment de l'ADN. Et donc la bactérie du choléra se rend elle-même compétente avant d'aller exploser la cellule qu'elle a trouvée à côté d'elle et comme ça, elle va essayer de récupérer un maximum d'ADN pour maximiser sa variabilité. Donc ce n'était pas le cas, mais c'est un cas qui m'a scotché. Donc là, c'est évidemment un cas de transfert horizontal, mais même déclaré et comment dire, voulu, sélectionné. L'exemple de la patate douce, donc on va commencer par ça. Donc j'ai trouvé deux publis majeurs là-dessus. Quand le génome de la patate douce a été séquencé, ça a fait un peu grand bruit, notamment dans le monde des biotechnologies. Les auteurs ont trouvé dans ce génome une signature d'Agrobacterium. Et on a dit, voilà, tout le monde utilise Agrobacterium pour faire la transgénèse des plantes. Même chez le blé, chez les plantes qui ne sont pas cibles a priori, c'est-à-dire chez les monocotylédones, ça marche quand même, et ça marche très bien chez les dicotylédones. Et voilà un exemple de ce qu'on appelle une transgénèse naturelle, c'est-à-dire que la patate douce, au cours, quelque part pendant sa longue histoire, a été transformée par Agrobacterium. Alors vous avez vu qu'Agrobacterium transformait de façon somatique, et là, il s'est arrivé un moment que cette agrobactérie transforme probablement des cellules germinales pour arriver à perpétuer cette intégration dans la descendance. Donc ces premiers résultats ont été un peu approfondis, et donc les auteurs ont trouvé deux signatures d'agrobactéries qui sont là, qu'ils appellent LB-TDNA1 et DNA2. Et ces deux signatures, elles ont été travaillées sur un certain nombre d'accessions. Donc ils ont regardé quelle était la diversité de ces signatures chez les patates douces. Et donc pour la LB-TDNA1, ils ont testé 191 accessions plus des accessions sauvages, et LB-TDNA1 est présent dans toutes les accessions cultivées et absent de toutes les espèces sauvages proches qui ont été testées. Et donc évidemment, on commence, je ne dis pas à s'exciter, mais on commence à dire, mais voilà, cette insertion de tDNA a probablement quelque chose à voir, ou peut-être quelque chose à voir avec la domestication. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Les auteurs sont allés voir aussi s'il y avait de l'expression, parce que ces gènes doivent être exprimés. Alors là, c'est une expression transcription. On ne sait pas si le gène, parce que pour qu'un gène bactérien soit à la fois fonctionnel et opérationnel dans une cellule eucaryote, il faut quand même un peu plus de choses, mais au moins au niveau transcriptionnel, on a 3 des ORF qui sont présents, c'est-à-dire 3 des séquences qui sont potentiellement des gènes qui sont présentes sur cette insertion, qui sont exprimées à un niveau faible dans plusieurs tissus. Je vais rapprocher le micro. Ils ont même déterminé l'origine probable, qui est un Agrobacterium rhizogenes, donc une des bactéries qu'on peut utiliser, ce n'est pas la plus utilisée, mais qu'on peut utiliser en transformation. Et le polymorphisme entre les différentes accessions indique un transfert ancien, et donc conforte l'hypothèse d'une transmission pour la domestication. Et donc là, j'ai retranscrit, pour ne pas faire d'interprétation erronée, ce que les auteurs disent. Il est ainsi concevable qu'un ou plusieurs gènes transférés contribuent à l'expression d'un caractère sélectionné par la suite au cours de l'évolution. Il ne conclut pas à une domestication définitive, il n'y a pas d'évidence pour l'instant, mais par contre, on a un faisceau de résultats qui vont dans ce sens-là. Pour le deuxième tDNA,
Là, la situation par rapport aux accessions est plus contrastée. On le retrouve dans certaines accessions, on ne le retrouve pas dans d'autres, on le retrouve dans des espèces sauvages. Et ils ont, comme ils avaient de la diversité, ils ont essayé de faire une corrélation avec des caractères, et notamment des caractères de poids de racines, de morphologie de racines, en faisant classiquement un croisement, une ségrégation. Et pour l'instant, ils ont trouvé une localisation, c'est-à-dire un endroit où ils ont fait leur test, une corrélation avec la taille, le poids de racines. Ils disent que ce n'est pas suffisant pour démontrer un rôle de cette insertion dans le développement racinaire. Oui, pour un peu ajouter de la complexité, il y a une autre publication sur la patate douce où il montre qu'il y a des transferts à la fois des mitochondries dans le noyau, des noyaux dans les mitochondries, et que même avec les chloroplastes, tout ça échange un certain nombre de gènes qui est assez important. Et donc, on sait finalement, alors je ne dis pas qu'on ne sait plus qui est qui, mais ça ajoute quand même à la complexité de l'analyse. Pour ce qui est des champignons fromagers, c'est une étude qui est un peu ancienne, puis il y a une étude assez récente après. C'est des gens sûrement que certains d'entre vous connaissent. Là, ils ont trouvé une grande région qu'ils ont appelée Wallaby, une grande région qui est présente chez les champignons fromagers qui sont utilisés pour faire du fromage et pas dans les champignons sauvages non utilisés. Ce qui leur fait dire, alors par contre, cette séquence qui est dont ils supposent que c'est une HTG, donc une séquence issue de transfert horizontal, est beaucoup plus grande, elle contient plusieurs centaines de gènes, et elle est retrouvée chez les champignons fromagers, et donc, une fois de plus, comme elle n'est retrouvée que chez les champignons fromagers, on fait une hypothèse de domestication. Et donc là, ils ont testé 441 accessions et 51 espèces un peu, apparentées. Wallaby n'est retrouvé que chez les espèces fromagères. Alors, ceux qui disent la divergence de séquence n'est pas compatible avec une origine ancestrale. Ils pensent donc que c'est un transfert horizontal. Et l'insertion n'est pas localisée à des locus homologues, ce qui conforte aussi ça. Et il y a beaucoup de gènes prédits. J'avais dit plusieurs centaines, 248, dont certains sont couverts par les EST. Et là, on est quand même à 2% du génome en taille. Et donc l'étude appuie l'hypothèse que les HTG de grandes régions génomiques jouent un rôle important dans l'adaptation à de nouveaux environnements, y compris ceux générés par l'homme. Donc ils sont quand même très prudents. Mais un peu comme dans le cas de la patate douce, on a un faisceau d'arguments qui vont dans le sens de l'implication de ce transfert horizontal dans la domestication. Et la suite, je ne sais pas. Ah si, ils ont montré aussi dans une autre étude où ils ont repris que ces champignons qui possédaient, donc les deux, ils ont relocalisé une autre introgression, mais les deux introgressions, donc c'est les W plus C+, ils ont un avantage de fitness, un avantage quand ils sont sur un milieu, ce qu'ils appellent cheese, plutôt que dans un milieu non cheese. Dans un milieu non cheese, ils sont défavorisés. Par contre, quand ils sont dans un milieu qui correspond au milieu dans lequel ils auraient été sélectionnés, ils ont un avantage. Donc, les introgressions arrivées par transfert horizontal leur conféreraient un avantage. Et donc, en conclusion, des événements de transgénèse naturelle et de transfert horizontal de gènes chez les eucaryotes sont de mieux en mieux détectés grâce aux avancées dans le domaine du séquençage et des méthodes d'analyse. Donc, ces événements sont bien décrits chez les bactéries et quand même assez ubiquitaires. Chez les eucaryotes, ce que disent les auteurs, c'est que ce sont les avancées dans le domaine du séquençage et de l'analyse de toutes ces séquences qui vont probablement nous faire ressortir des choses qu'on ne voyait pas. Et donc, ces transferts horizontaux tels que le tDNA chez la patate douce, qu'on dit aujourd'hui être peut-être rares, finalement, les auteurs pensent qu'ils ne le seront pas si rares que ça, c'est qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas vraiment à les détecter. Et donc, bien qu'un faisceau d'arguments converge en ce sens, une démonstration claire de l'implication d'un événement de transgénèse naturelle dans un processus de domestication reste à faire. Vous avez bien vu, les auteurs disent que, par exemple,
des analyses de ségrégation avec des notations claires, des caractères d'intérêt agronomique qui pourraient être en lien avec les introgressions, reste à faire. Et puis, quand on voit toutes ces introgressions, 2% du génome, que reste-t-il de la notion de génome d'une espèce qui est vraisemblablement une image à un temps T, mais si on regarde sur un temps beaucoup plus long, tout ça est très mouvant et ressemble plus à un magma qui s'échange un peu dans tous les sens qu'à vraiment quelque chose de très figé, mais ça, on le savait déjà. Je vous remercie. Merci, on est très bon dans le temps, du coup, c'est bien. Ça. Donc, mais c'est un sujet passionnant sur cette notion de génome, justement, et d'interaction. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir pas mal de questions. Ah oui, il faut que je me lève. Oui, merci pour cet exposé. En fait, est-ce que quand on fait systématiquement une recherche d'un nouveau génome, là, il y avait des recherches de traces d'Agrobacterium. J'ai un souvenir d'une lecture où chez Agropyron, on a détecté l'insertion d'un gène de résistance au virus par une ancienne eugène qui avait été repérée comme ça. Est-ce que dans ta littérature, tu es tombé là-dessus ou... Alors, il y avait d'autres exemples, mais je voyais moins l'aspect domestication. Et donc, je ne les ai pas retenus. Mais oui, il y avait un exemple chez le tabac aussi. Oui, en fait, la question, c'est est-ce que quand on analyse des séquences de génome, est-ce qu'il faut chercher toutes les séquences de micro-organismes ? Il faut demander à ceux qui analysent ces séquences de génome. Moi, je ne le fais pas, je suis désolé. Mais c'est oui. Il faut chercher, voilà. Et je pense que le croisement entre... on aura de plus en plus des séquences qui sont précises, mais aussi les méthodes d'analyse. Pareil, d'ailleurs, je ne sais pas si des gens qui sont plus compétents que moi veulent répondre, mais... Il y a des pathologistes ici qui sont... Et c'est aussi une manière de retrouver des pathogènes et des séquences qui sont susceptibles de nous donner des sources de résistance. Après, quand vous citez... j'ai une petite question sur... je devrais me lever, excusez-moi. C'est dur pour moi, hein. Mais bon, j'essaye d'obéir. Je regarde où ? Quand vous dites qu'il y a 8% par exemple de génome, moi j'avais retenu aussi qu'il y avait beaucoup plus de pourcentage du génome où il y avait des restes de séquences de virus, mais pas forcément dans les séquences exprimées. Et que aussi ces séquences, entre guillemets, beaucoup de ces séquences se réveillent à la fin, au moment où le végétal ou l'animal meurt. Et donc c'est pas forcément... donc là aussi, elles ne servent pas à rien. Enfin, l'expression du génome, pour ceux qui... C'est quoi on est en train de parler de 2-3% du génome à chaque fois, et on veut tout expliquer avec 2-3%, alors que le reste, on ne sait pas à quoi ça sert, quoi, en gros. Enfin, j'exagère, mais... Et donc, est-ce que justement, ce n'est pas là qu'est la réserve, la domestication ? Alors, je ne sais pas, quand j'ai dit 8%, s'il s'agissait vraiment des séquences virales ou s'il y avait les rétrotransposons, ou des choses, des virus non fonctionnels. Je vais donner la parole. Oui, en fait, j'ai un petit peu peur qu'il y ait une confusion sur le terme, puisque les génomiciens des mammifères appellent les rétrotransposons des rétrovirus endogènes, mais qui ne sont absolument pas des rétrovirus. Donc ça prête un peu à confusion. Par exemple, l'apparition de la grossesse placentaire, du placenta qui est à l'origine des mammifères placentaires, qui est une innovation biologique majeure, ce n'est pas du tout des rétrovirus, mais c'est dit comme ça. Hein, mais c'est vraiment des rétrotransposons altères qui ont envahi le génome et qui ont reprogrammé des réseaux de gènes de développement et qui ont conduit à l'apparition d'un placenta. Dit comme ça, c'est un peu magique, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment des éléments transposables plus que... voilà, mais bon, c'est... Alors ça c'est débattu. Alors certains disent que les rétrovirus ont acquis un gène d'enveloppe à partir de rétrotransposons. Mais bon, c'est un débat. C'est un autre débat. Pierre, donc Pasquale Pérez. Dans les fragments qu'on a retrouvés chez la patate douce, quel est le pourcentage en GC par rapport au reste du génome, puisque ça a été gardé comme bactérien ou ça a quand même évolué et ça s'est adapté donc au reste des génomes? C'est une bonne question. Il y a quelque chose dans la publi là-dessus,
Mais je ne saurais pas te dire exactement. Il parle du pourcentage de GC qui est probablement quelque chose de bactérien, mais il faut que je relise la publi. Je l'ai pas retenu, ça. Je suis désolé. Oui. Bon, mais il y a beaucoup de gènes chez les plantes qui n'ont pas d'intron aussi. Oui. Oui. Jean-Daniel Arnaud, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même beaucoup d'espèces pour lesquelles c'était arrivé. Est-ce qu'il y en a, vous citez les principales espèces pour lesquelles c'est aussi arrivé? Oui, il y a beaucoup d'espèces et probablement en séquençant les génomes, on va trouver des transferts horizontaux. Là, j'ai parlé de ces deux-là parce que l'idée, c'était de faire le lien avec la domestication. Et c'était les deux exemples que j'ai trouvés. Je ne sais pas si c'est les plus... C'est pas exhaustif et je ne sais pas si c'est les plus pertinents. Mais par contre, le transfert horizontal, on pourrait faire une journée dessus. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un connaît le théier? Thierry? Juste pour rebondir là sur la question qui a été posée sur le pourcentage de GC, si mes souvenirs sont bons, dans une des insertions, le pourcentage de GC, c'est celui qu'on trouve dans un gros bactérium. Par contre, dans l'autre insertion, alors je ne sais plus si c'est la 1 ou la 2, le pourcentage de GC, il est intermédiaire. C'est-à-dire, il est plus vraiment celui d'un gros bactérium, il n'est pas encore celui de la plante hôte, mais en gros, ce qui avait été écrit, c'est qu'il était en train d'évoluer vers quelque chose qui allait vers celui de la patate douce. Et ce qui indique que probablement l'insertion est plus ancienne, ou fonctionnellement elle est plus importante, et que ce que fait la plante, indirectement, c'est d'ajuster le pourcentage de GC à quelque chose qui lui permet d'avoir une expression peut-être optimale des gènes qui sont dans la séquence de tDNA qui a été insérée, ce qui tendra à prouver que l'expression de ces gènes-là est utile. Ce que tu as dit, mais ça se traduit aussi par cet ajustement là, du pourcentage de GC. Si je peux garder un peu à citer les exemples, mais dans les interactions, je crois que c'est Bruno aussi qui en a parlé, dans les interactions hôtes pathogènes, il y a des exemples où on montre que le pathogène a pris des séquences de la plante et puis les a retournées finalement contre l'arsenal de défense de la plante, et réciproquement, la plante a fait la même chose. Donc, ce qui montre qu'il y a au cours de ces interactions-là et de ces processus de co-adaptation, co-évolution, il y a des échanges permanents qui permettent d'ajuster finalement l'arsenal que chacun a, et puis ça évolue constamment. Bon, les exemples sont nombreux et voilà, qui montrent que voilà, les barrières qu'on imaginait entre les espèces et puis sur l'intégrité des génomes, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre effectivement avec maintenant peut-être un regard un peu différent. D'ailleurs, quelque chose qui est intéressant aussi là-dessus, c'est la quinine et les médicaments contre le palu, et qui évoluent bizarrement dans le matériel sauvage, on va dire, dans l'arbre, et le fait de faire de la chimie fixée, donc de faire une autre nivaquine, etc., fixe, et en fait se fait contourner, alors que l'arbre, lui, reste toujours résistant en évoluant, en co-évoluant aussi. C'est quand même là aussi très, très étrange pour moi. Enfin, mais ça prouve qu'il y a des mécanismes d'échange, forcément. J'avais une question par rapport aux gènes transférés d'Agrobacterium rhizogenes. Est-ce qu'on sait, à l'endroit où ils ont été insérés, est-ce que ça peut justifier le fait qu'ils soient conservés parce qu'ils sont à côté de gènes intéressants et qu'ils ont du coup été transmis de façon privilégiée? Donc ils ont analysé les sites d'insertion, tout au moins pour montrer qu'ils n'étaient pas impliqués justement donc c'est inséré dans un gène, mais qui n'est pas a priori retenu pour l'hypothèse de la domestication. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque. La proportion de gènes ou de séquences qui sont venues par transfert horizontal est sans doute très sous-estimée, parce qu'un certain nombre de séquences peuvent venir d'espèces inconnues et d'espèces éteintes depuis plus ou moins longtemps. Voilà. Donc, le
Alain, oui. Oui, juste une question. On a beaucoup parlé dans le transfert bactéries-plantes. En sortant un tout petit peu de la domestication et des plantes, j'ai un vague souvenir de transfert entre plantes et insectes. C'est confirmé au premier rang. Hein. Pas d'autres questions? Eh ben, merci Pierre Barret.